Bonjour Mickaël, nous sommes le 12 mai 2024. Alors je vais pas la faire très longue parce que pour tout vous dire, pour vous raconter un petit peu ma vie, je suis assez fatigué. C'était le week-end de la fête des mères ici aux États-Unis. Donc le week-end a été hyper chargé à la boutique. En gros, j'ai commencé ma journée à 4 heures du matin hier matin pour la finir à 7 heures du soir. Et ce matin, j'étais à 5h30 au boulot et je suis sorti, là il est 6h30. J'en suis sorti à peu près une demi-heure, donc beaucoup d'heures ce week-end. Donc je vais pas vous la faire très longue. En plus, pour être très franc, je dis pas que j'ai le moral dans les baskets, mais presque, puisque quand je vois le VIX, alors j'étais tout content il y a une quinzaine de jours en vous disant super, youpi, houpla, on a dépassé les 20, on va pouvoir, enfin on a fait quelques affaires, heureusement, mais ça a vraiment été de courte durée, puisque vous voyez sur le graphe que nous sommes redescendus à 12,56, et si j'agrandis ici le graphe du VIX, vous voyez qu'on est sur des niveaux de clôture autour du 25 janvier. Voilà, donc on a eu quelques très rares opportunités. Bien sûr, le portefeuille s'en ressent puisque aujourd'hui on est quasiment étal par rapport au début de l'année. Simplement parce que on a pris très peu de positions en vente de put. On en a pris quelques-unes, mais très peu. On a fait par contre pas mal d'achats d'options et comme je vous l'avais déjà dit auparavant, c'est vrai que les achats d'options, le problème c'est qu'on les prend souvent dans les dents puisque avec un achat d'options qui soit call ou put, alors l'avantage en ce moment c'est qu'on paye effectivement les primes pas chères, mais l'inconvénient des achats d'options call ou put, c'est que vous les prenez entre 50 et 70% du temps dans les dents puisque vous avez l'obligation d'avoir raison dans le sens où doit aller le sous-jacent par rapport à un call ou un put. Donc call ça doit monter, put ça doit descendre. Et si effectivement la direction ne part pas dans le sens voulu très rapidement, vous avez le θ qui joue contre vous, et puis vous avez le gamma et le delta qui s'en mêlent si ça part dans le sens inverse, et vous perdez votre prime très rapidement. Donc j'ai fait quelques achats d'options, bien sûr, alors j'ai fait un peu de gains, mais il faudrait que je fasse le bilan. De toute façon, je vous ferai le bilan fin juin comme d'habitude. Alors cette année, il ne va pas être euphorique, mais je vous montrerai que effectivement, quand on achète des options, vous verrez que je ne suis pas un meilleur trader. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des options, puisque je ne suis pas très bon en directionnel. C'est une qualité rare que je peux reconnaître chez certains traders. Je connais très peu de gens qui sont vraiment hyper bons en directionnel, et c'est peut-être ce qui explique pourquoi 80-90% des investisseurs retail perdent de l'argent en bourse, puisque pour être gagnant dans le directionnel, il faut être vraiment très bon ou avoir un don particulier. Ou alors après on vous dit voilà, vous achetez un ETF S&P 500 ou Nasdaq et puis vous attendez. Mais rares sont ceux qui ont la patience de mettre de l'argent sur des ETF et d'attendre 5 ou 10 ans. C'est vrai qu'on aime bien quand même prendre part à sa gestion financière personnelle. Alors au niveau du VIX, voilà, donc on est reparti sur des plus bas au niveau des 12. Alors à mon avis, il y a peut-être de grandes chances qu'on reparte en dessous des 12 puisque donc au niveau des chiffres, on a vu que le chômage repartait légèrement à la hausse et donc Sir Powell a dit lors de son dernier meeting que si le chômage repartait à la hausse, il n'aurait pas d'autre choix que de baisser les taux. Donc vu que le chômage a un peu monté, automatiquement tout le monde s'est rué sur la nouvelle pour se dire voilà, les taux vont baisser, alors que là on parlait de juillet, après on parlait de septembre, de peut-être décembre, donc ça c'était il y a à peu près une quinzaine de jours. Et puis là, maintenant que le chômage repart un peu à la hausse, donc il y a peut-être une possibilité effectivement que les taux baissent d'ici la fin de l'année. Donc là, on parle déjà de septembre. Ça commence à spéculer très fortement là-dessus. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y aura de baisse des taux cette année. Je ne vais pas prendre le pari, mais voilà, je pense que ça va être un peu compliqué, puisqu'il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi l'inflation. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer si effectivement M. Powell va pouvoir baisser les taux ou pas. Pour l'instant, le problème, c'est que le marché repart à la hausse, puisque au niveau du S&P 500, alors on a fait une petite correction, on est venu retracer jusqu'au 23,6 de Fibonacci, qui est vraiment une toute petite correction. Souvent, on va au moins chercher les 38,2, voire les 50, et un peu plus profondément les 61,8, mais là on s'est arrêté au 23,6 et on est reparti à la hausse. Alors là, on n'est pas sur les plus hauts historiques, puisque les plus hauts historiques sont à 52,64, on est à 52,22. Mais je pense que la semaine prochaine, avec un petit peu de bonne volonté, on devrait pouvoir aller casser les plus hauts historiques. Alors, on est complètement dans le plan d'un webinaire qu'on avait fait fin 2023, où on avait expliqué qu'effectivement, en 2024, il y avait une possibilité d'avoir des stocks beaucoup plus hauts,
avant une correction un peu plus importante. Pour l'instant, bah, ça marche relativement bien par rapport au plan qu'on avait déroulé donc en fin 2023. On est effectivement sur des plus hauts, on a une petite correction. Là, on repart sur des plus hauts. Où ça va s'arrêter, j'en sais rien, mais je pense qu'on va surveiller ça. Donc on va investir très très peu sur les marchés, on préfère être cash. En plus, en ce moment, bah, eBay nous rémunère pas mal le cash, donc bon, alors on ne prend pas des masses, mais il vaut mieux prendre 4,88 à rien faire sans risque, plutôt que d'aller risquer sur les marchés. À la moindre mauvaise nouvelle, ça peut perdre 5 ou 10%. Au moins, c'est toujours ça de prix. Alors, au niveau du Dow Jones, alors le Dow Jones, on n'est pas sur des plus hauts historiques, puisque le plus haut historique est à 39 889, on est à 39 512, on n'est pas très très loin. Si je prends le petit calculateur, ici, on est à 0,72%, donc autant vous dire que avec un peu de bonne volonté, demain, on n'en parle plus. Donc demain, on peut tout à fait les taper les plus hauts historiques sur le Dow Jones. Au niveau du QQQ, on n'est pas loin non plus. Voilà, donc je vais prendre ici, on est à 1,50, un peu plus, mais bon, voilà, 1,50, on a fait 0,24, allez, ça peut se faire dans la semaine sans problème. IWM, donc le Russell 2000, donc sort de sa zone de congestion. Par contre, on a toujours ici une ligne de tendance résistance à 210, on est à 204. Voilà, mon côté à voir, mais pour l'instant, c'est encore pour moi un petit peu juste. Il faudrait vraiment qu'on casse avec une belle bougie les 210, et là effectivement on pourra aller chercher des valeurs dans le Russell 2000, ou pourquoi pas trader directement le Russell 2000 si bah, vous n'êtes pas résident européen, puisque sinon bah, vous ne pourrez pas avoir le TFIWM. Bon, il y a d'autres solutions, ça on en parlera plus tard, mais vous voyez que pour l'instant, voilà, au niveau de ces sociétés là, on est juste là dépassé la zone de congestion. Alors au niveau de la roue sectorielle, ici XLV, alors je vais vous montrer quelque chose, je vais vous montrer les 2-3 secteurs ici, et après je reviendrai sur la roue sectorielle, puisque vous verrez qu'il y a peut-être des informations intéressantes à aller regarder. Alors XLV, bah écoutez, pour l'instant on a clôturé au-dessus de la 50 jours, on n'est pas sur un balayage haussier, on a dépassé ici ces zones de congestion, je vais voilà, rapetisser ici le graphe, donc on est bien sorti de la zone de congestion. On est sorti ici, on est venu reprendre appui, alors presque sur la 200 à 138 pour 136. Voilà, on va pas chipoter pour quelques cents ou quelques 2 malheureux dollars. Pour l'instant, bah, XLV bah, est plutôt en tendance haussière. Vous voyez qu'ici, au niveau du momentum, on a bien remonté la pente ici, on a bien cassé un beau retournement de tendance. Donc XLV, si vous voulez regarder des valeurs pour aller, pourquoi pas, acheter des calls ou rentrer directement sur les valeurs, et ben vous allez voir les valeurs qui composent XLV, et puis vous trouvez, alors je vous conseille pas Pfizer, mais vous avez des boîtes comme MRK qui performent pas mal et qui méritent peut-être votre attention. Voilà. XLP, le domaine des consumer staples, donc là vous voyez que on vient taper ici la résistance de la zone de congestion qui date de juin 2000, enfin voilà, si je prends le début, on va dire allez mars 2021 pour se faire un peu plaisir. Et puis vous voyez qu'on est venu taper une première fois ici, là ici on a fait un head fake, on est reparti à l'intérieur, on est venu taper ici, allez à peu près $1 d'écart, donc on va dire les 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est la 5e fois qu'on vient taper ici la résistance, et bah, si le marché a envie de continuer de monter, bah, écoutez, au niveau des consumer staples, il y aura peut-être des choses à voir. Donc à mon avis, à surveiller si cette semaine on devait dépasser les 78, 79, on est à 77, 62, vous voyez, il n'y a plus vraiment beaucoup d'efforts à faire pour aller casser cette résistance. XLU, je vous en avais parlé il y a 15 jours. Si vous regardez la vidéo d'il y a 15 jours, je vous avais dit, surveillez XLU, si on dépasse ici la résistance, ça risque de pulser. Bah, écoutez, ça a pulsé d'à peu près 6,5%. Donc il y a des belles valeurs sur XLU. À titre personnel, je suis rentré sur NRG. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc NRG, voilà, donc avec achat de, voilà, là j'ai pas pris de call là-dessus, j'ai pris quelques actions, et bah, écoutez, je suis rentré autour des 75, j'ai dû rentrer ici, donc c'était après les earnings, donc j'ai dû rentrer ici, on est venu taper la 10 jours, et je suis rentré ici, et bah, écoutez, bien m'en a pris, puisque pour l'instant, bah, je gagne $7 par action achetée sur, donc, énergie. Alors, si vous voulez regarder un peu en weekly, vous voyez que ici, voilà, on a une belle progression. Donc à surveiller. Bon, pour l'instant, je suis à 75. Je vais mettre un stop, à mon avis, autour des 70. Bon, voilà, je perdrai 5 si jamais ça part à l'envers. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien pulser. Donc voilà, donc je vais rester là-dessus. Alors, je vais revenir en daily sur XLU. Donc il y a pas mal de belles valeurs sur XLU.
Alors ce ne sont pas des grosses performances, mais ça reste de la performance. Donc si vous avez une aversion au risque un peu faible, c'est-à-dire que vous ne voulez pas prendre beaucoup de risques sur des valeurs un peu tranquilles, écoutez, XLU peut être en ce moment un secteur à regarder pour aller placer quelques billes. Alors, je voulais, avant de passer sur les financières, non, on peut regarder les financières, je reviendrai juste après. Alors, au niveau des financières, vous voyez qu'on arrive sur les plus hauts historiques, on était à 42,22 pour le plus haut historique, on a 41,83, donc on est vraiment tout près. On va repasser ici où, d'ailleurs, on peut estimer qu'on est en train de repasser en balayage haussier, c'est-à-dire que vous avez la valeur, ensuite vous avez la 10 jours, la 50 et la 200. Voilà, ça dans l'ordre, vous avez un balayage haussier. Écoutez, pour l'instant, au niveau des financières, moi j'ai du Bank of America, je vous en parle depuis maintenant 2 ans. Donc j'ai un call 32, je crois, ou 34. Donc je pense que si je vais me faire assigner, donc c'est dans un mois, donc c'est au mois de juin, j'ai une échéance au mois de juin. Donc si le cours reste à ces niveaux-là, écoutez, je vais enfin vendre mes actions, je vais récupérer du cash. Et puis je verrai bien d'ici le mois de juin ce qui va se passer. Mais pour l'instant, voilà, je garde mes actions. J'ai mes calls qui sont en place. Et puis si je me fais assigner, écoutez, je me ferai assigner. J'aurai gagné pas mal ma vie depuis 2 ans sur Bank of America. Donc écoutez, à un moment donné, il faut bien s'en séparer. Alors, pourquoi je voulais venir sur XLV, XLP, XLU et XLF? Pour vous montrer simplement donc ceci qui est la roue sectorielle. Je vous en ai parlé déjà à de nombreuses reprises. Alors, la roue sectorielle permet simplement d'identifier les secteurs par rapport à, au cycle économique. Donc, quand vous avez notamment, souvent l'énergie est le dernier secteur à performer quand on est en fin de phase d'expansion. Et ici, vous voyez que quand on commence à rentrer dans une phase de compression, on a XLV, donc les healthcare qui commencent à prendre un peu la main, on a les consumer staples, les utilities, les financières. Vous voyez qu'ici, mine de rien, on est quand même plus proche ici au niveau des secteurs que les consumer discretionary ou la technologie. Alors pour ça, si vous voulez savoir où on en est, vous allez sur Finviz, on vous en parle souvent également avec Philippe, vous allez ici sur Groups, et vous avez les performances des différents secteurs à une journée, une semaine, etc. Alors nous, on aime bien regarder au minimum un mois, parce que sur une journée, ça ne veut pas dire grand-chose, une semaine non plus. Donc on regarde sur du 1 mois et sur du 3 mois. Voilà, c'est à peu près notre base de vision. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Sur un mois, vous avez Utilities, Consumer défensive, secteur défensif, ok, les financières et les healthcare. Donc on est complètement, je dirais, en début, si on regarde la roue sectorielle, ce qu'on pourrait appeler en début de phase de compression. Si on regarde sur 3 mois, vous avez ici Utilities, Énergie, Basic Materials, Financial. Ok. Donc si je reprends la roue sectorielle, voilà, donc on avait Utilities, ici Énergie, donc on est quand même plutôt ici. On avait, je vais bouger ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre sur 3 mois? Je vais revenir ici, je vais le mettre là, voilà. Donc on avait Utilities, Énergie, Basic Materials, voilà, qui sont ici, voilà, pourtant en zone d'expansion. Alors, c'est pas super précis au secteur près, mais ça vous donne une tendance, ça vous donne une idée. Si vous avez, par exemple, 3 secteurs ici et un qui est là, on est quand même plutôt en phase de compression plutôt qu'en phase d'expansion. On peut toujours avoir un secteur qui sort du lot pour différentes raisons, mais sachez que pour l'instant, si vous regardez, on est quand même plutôt, on serait plutôt dans cette zone-là, donc plutôt en tendance de phase de compression de l'économie. Ça rentre complètement en phase avec le webinaire qu'on avait fait en fin d'année, où effectivement on partait sur des plus hauts, mais pour avoir une phase de compression par la suite. Alors cette phase de compression, écoutez, j'en ai parlé également, je vous partage pas mal de choses. Je vais vous partager également ceci, donc ça c'est notre Discord. Et donc cette semaine, j'ai partagé différents youtubeurs que je suis sur le YouTube américain. Et donc lui, je me rappelle plus son prénom. Mais donc lui regarde beaucoup l'immobilier américain, et là il a fait une vidéo sur Starbucks, et donc Starbucks a pris une bonne claque cette semaine avec les earnings, car le CEO expliquait que le panier moyen commençait à baisser, et que le nombre de clients commençait à baisser également. Oui, puisque quand vous payez tous les jours un Starbucks à 7-8 dollars entre les mochaccino, machin, etc. et tout, quand vous commencez à compter un peu vos sous, vous vous arrêtez un peu moins le matin chez Starbucks. Alors j'en ai 5 dans la zone ici à 3 miles, j'en ai 5, c'est la folie. Et tous les matins vous avez 10, 15, 20 bagnoles qui font la queue pour un Starbucks. C'est vraiment le truc à la mode.
depuis de nombreuses années. Moi, ça fait 10 ans que je suis là et ça fait 10 ans que je vois des files de voitures faire la queue le matin. C'est assez hallucinant. Mais là, voilà. Donc apparemment, il y aurait un peu moins de clients et ils dépenseraient un peu moins d'argent. Et c'est ce qui arrive quand vous avez un peu moins de moyens. Vous avez également donc les cartes de crédit. Donc on a les défauts sur les cartes de crédit qui commencent à augmenter. On a notamment une boîte qui s'appelle One Capital qui enregistre aujourd'hui des grosses pertes au niveau donc des remboursements des clients, c'est-à-dire que les clients ne remboursent plus leur carte de crédit, parce qu'ici vous savez que les gens vivent à crédit. Et puis donc vous avez également donc Michael Bordenaro qui lui donc est en Floride. Je crois que lui il doit être sur la côte ouest, je ne sais plus exactement, mais lui est en Floride et également il a fait une vidéo. Alors, il est plutôt branché sur l'immobilier également. Mais là, il a fait une vidéo sur le retail. Et c'est vrai que au niveau du retail, ça commence à coincer un peu. Puisque quand vous avez un petit peu moins d'argent, vous allez acheter un petit peu moins de meubles, un petit peu moins de fringues, un petit peu moins d'articles de sport. Vous consommez un peu moins de café le matin avec le Starbucks à 7 $, etc., etc. Donc voilà, donc ça pourrait effectivement mettre en place la phase de compression que l'on voit entre les différents secteurs et les différents chiffres qui aujourd'hui, malheureusement, commenceraient à confirmer une phase de compression. Mais vous me direz, oui, mais Mickaël, t'es bien gentil, mais pour l'instant, on tape des plus hauts historiques et vous aurez complètement raison. Mais sachez que c'est souvent quand on va chercher des plus hauts historiques qu'après, on commence à aller chatouiller un petit peu les baisses. Regardez simplement ce qui s'est passé en 2008, vous aurez une très bonne idée de ce qui s'est passé. Voilà. Donc ici, si vous voulez voir les différents secteurs, donc Finviz, vous allez sur Groups et vous avez ici l'ensemble des données. Vous voyez, ça c'est du gratuit, ça coûte absolument rien, parce que notre objectif c'est vraiment de limiter les frais en termes d'abonnement. Donc on vous donne plein de sites gratuits pour aller faire vos propres analyses. Alors, XLF, donc on vient juste d'en parler. XLK, donc ici XLK, donc la technologie, qui pareil n'est pas très loin de ses plus hauts historiques. On est quand même à 3,30%. Donc vous voyez qu'il y a quand même des secteurs où il va falloir faire un peu moins d'efforts pour aller chercher des plus historiques, alors que sur la technologie, qui est pourtant le secteur qui tire le marché depuis des années, là on est un petit peu plus loin. Voilà, je vais supprimer ça. Voilà. Je vais juste supprimer celui-ci. Voilà. Alors, XLB, vous m'excuserez, je suis un peu enrhumé également, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il fait super chaud, on a eu 34 degrés aujourd'hui, mais j'ai réussi à choper la crève. Alors, XLB, le domaine des materials, qui lui performe aussi. Donc, pour moi, c'est un peu un gros mystère, puisque, effectivement, normalement, en phase de début de compression de marché, il y a un petit peu moins d'achat de matériaux pour faire des maisons, etc. On a vu que certains promoteurs immobiliers commençaient à faire des soldes, enfin à faire à réduire les prix sur certaines maisons ou certains lots de maisons. Et pour l'instant, vous avez toujours les materials qui, globalement, tirent un peu leur épingle du jeu, puisque depuis les plus bas, on a quand même pris ici l'équivalent de un peu plus de 5%. Voilà, donc c'est quand même pas anodin. Donc à surveiller également, je surveille le domaine donc, des materials, mais vous voyez que pour l'instant, je vais passer en weekly, voir si on est sur des plus historiques. Et bien oui, on va passer sur des plus historiques à 93,72, on est à 91,84, donc on est vraiment plus très loin. Et vous voyez que au niveau en weekly, on est bien en balayage haussier. Donc le prix supérieur à la 10 supérieure à la 50 et la 50 supérieure à la 200. Vous connaissez maintenant le principe, je vous rabâche les oreilles avec ça depuis des années. Alors, XLY, donc XLY, on est venu rebondir ici, donc on est sorti de la zone de congestion, on est bien sorti, on est venu reprendre appui sur la 200 jours à quelques dollars près, et là on repart à la hausse. Alors par contre, ce secteur est à surveiller puisque c'est notamment le secteur où vous avez tous les retails. Alors, est-ce que vous êtes plutôt haussier ou baissier sur le retail? Moi, à titre perso, je serais plutôt baissier à terme. Donc maintenant, vous avez soit la possibilité de vous dire, je vais jouer la hausse et je vais chercher des valeurs qui montent, ou à ce moment-là, je vais jouer la baisse. Et là, vous avez la possibilité, pourquoi pas, d'aller chercher des valeurs qui sont peut-être déjà en phase de baisse. Et si effectivement demain le secteur XLY commence à baisser, ça va accélérer les valeurs baissières. C'est toujours comme ça. Si vous avez des valeurs qui sont déjà un peu fragiles, quand vous avez le secteur qui lâche, automatiquement celles-ci vont lâcher beaucoup plus vite que des sociétés qui surperformeraient XLY en ce moment. Alors, vous allez me dire, oui Mickaël, mais comment je fais pour aller chercher des valeurs qui composent XLY? Alors vous avez soit avec Fidelity.com, donc ça je vous en ai parlé assez régulièrement,
Et si vous voulez toujours avec FinViz, ben vous allez dans ici, on va chercher, donc c'est Screener, pardon. Ici, Screener, on va aller chercher donc le secteur, donc on va aller chercher les Consumer Cyclical. Dans l'industrie, alors vous avez à peu près 575 sociétés qui composent donc le Consumer Cyclical. Après, vous pouvez choisir des secteurs d'activité en vous disant, bah voilà, si les gens ont moins d'argent, qu'est-ce qu'ils vont le moins dépenser? Est-ce que c'est dans les autoparts? Alors dans les autoparts, oui, mais quand vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler, vous n'avez pas trop le choix, donc est-ce que c'est là-dedans que les gens vont taper en premier dans les économies? Moi, je serais plutôt dans les vêtements, donc apparel retails par exemple. Donc les furnishings, fixtures et appliances, ça c'est tout ce qui est mobilier, etc. Donc pareil, quand vous n'avez plus trop d'argent, est-ce que vous allez changer le canapé, le salon, etc. Ben peut-être pas. Ah, la pub s'est mise en route, je vais couper le son, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gambling, les jeux, ben, c'est à surveiller puisque quand vous êtes en phase de perte d'argent, ben, vous avez plutôt tendance à dire ben, je vais aller jouer au casino, on ne sait jamais, si je fais un bon coup, je peux peut-être me refaire. Donc le gambling, ben, peut-être pas trop un secteur baissier. Vous avez ici donc le Home Improvement Retail. Pareil, est-ce qu'on continue à améliorer sa maison quand on n'a plus trop d'argent? Je ne sais pas. Voilà, donc vous avez ici différentes sociétés. On a le packaging et containers. S'il y a moins de retail, il y a peut-être moins de packaging, moins de containers, donc peut-être moins de chiffre d'affaires pour la société. Voilà. Donc il faut réfléchir un peu comme ça. Et puis vous avez ici donc le resort et les casinos. Vous avez le residential constructions. Voilà. Alors si on va voir par exemple, si vous vous dites, ben voilà, il y aura un peu moins d'achat de meubles. Donc vous avez ici donc les différentes sociétés. Vous pouvez les classer par prix. Voilà, donc bien sûr, évitez d'aller shorter des valeurs qui font 43 cents, parce que vous n'allez pas gagner grand-chose. Donc vous pouvez simplement ici, en cliquant sur Price, ben, vous avez donc les premières valeurs. Ici donc 119 $, et donc les valeurs ici en décroissant. Ensuite, pour voir les différents charts, ben vous cliquez ici sur Charts, voilà, et vous avez ici l'ensemble des différentes compagnies, donc qui composent à la fois Consumer Cyclical et donc le domaine des fournitures de mobilier, etc., etc. Et donc là, après, ben, écoutez, vous faites votre marché, vous regardez un peu les, voilà, est-ce que ici on va aller chercher, par exemple, donc ça c'est Shark Ninja. Alors je connais pas du tout cette boîte. Bon, pour l'instant ils sont quand même bien en tendance haussière. Est-ce que ça vaut le coup de les shorter? Je sais pas. Par contre, vous avez ici Whirlpool, donc qui est un fabricant d'électroménager, qui est plutôt en belle baisse. Si effectivement demain le secteur XLY devait baisser, est-ce que Whirlpool baisserait plus que les autres? Donc, écoutez, on peut aller voir ici. Donc c'est WHR. Donc là, je vous donne la méthode avec laquelle, en gros, je passe un petit peu de temps pour chercher des valeurs soit haussières, soit baissières. Vu que là, je suis plutôt baissier à terme, je vais mettre en surveillance des valeurs qui sont plutôt en baisse. Donc là, je regarde, donc là, je suis en daily, je regarde en weekly. En weekly, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que la zone des 95 est une zone qui a déjà été travaillée à plusieurs reprises. Voilà, vous voyez qu'ici, donc depuis 2006 quand même, donc ça remonte à quasiment 20 ans. Vous voyez que cette zone ici a déjà été testée ici en zone de résistance à plusieurs reprises, jusqu'en 2011-2012 quasiment. Donc une fois qu'on a cassé, donc on a bien performé au-dessus, on est revenu ici retester cette zone des 95 en 2018-2019, plutôt 2018, pardon. Bon, bien sûr, là, on a le crash de 2020, et là, vous voyez qu'on revient sur cette zone-là. Voilà. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je tente un achat de put? C'est-à-dire que je pense qu'effectivement la valeur va baisser. Est-ce qu'on va aller rechercher l'ancien plus bas 65? Écoutez, j'en sais absolument rien, mais bon, voilà. Donc ça peut être soit mise en surveillance, le titre peut très bien rebondir sur les 95, ou à ce moment-là, si vous pensez que c'est baissier et si vous avez des premiers signes baissiers du secteur ou du marché en général, Whirlpool peut très bien, une fois dans votre watchlist, faire partie des actions sur lesquelles vous voudrez, pourquoi pas, mettre un short. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut travailler. Donc je vous donne vraiment la méthode pour pouvoir travailler et rechercher vous-même des valeurs en fonction de ce que vous pensez du marché, si ça va monter ou si ça va baisser. Alors je vais revenir sur la roue sectorielle. Donc vous avez ici le domaine industriel. Alors, le domaine industriel, lui, il est plutôt, vous voyez, en haussier. Donc là, à mon avis, si le marché décide effectivement d'aller un peu plus haut, si vous êtes plutôt haussier que baissier, là, vous allez plutôt chercher des valeurs qui composent l'industrie. Donc là, c'est pareil. Si je reviens sur FinViz, donc là, je vais revenir sur le screener.
Donc je vais ici prendre le secteur industriel. Donc vous avez 656 valeurs qui composent le domaine industriel. Là vous recherchez, donc voilà, vous avez donc l'aérospace et défense. Peut-être pas idiot en ce moment avec tout ce qui se passe. Les aéroports et services, vous avez différents, voilà, marine shipping. Bon, je ne sais pas si c'est le bon moment avec les différents problèmes avec les outils, etc. Le canal de Panama, enfin, peut-être pas le bon moment de faire je ne sais pas, il faudrait aller voir les graphes par exemple. Vous avez ici le train, enfin vous avez le trucking, donc ça, le trucking, c'est le transport par camion. Le waste management, ça, ce sont les compagnies d'évacuation des ordures ménagères, etc. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses, et après vous faites votre petite tambouille, votre petite recherche, puisque je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Enfin, pas encore, je vais peut-être y mettre. Alors, au niveau donc, de la continuité de la roue sectorielle, nous avons le secteur énergétique. Écoutez, pour l'instant, voilà, on est sur la zone ici des 93, donc on est sur la ligne de tendance résistance qu'on a cassé, qui pour l'instant joue le support. Donc est-ce qu'on va casser ici le support ou est-ce qu'on va rebondir sur le support pour repartir à la hausse? Bah, écoutez, ce sont les prochaines séances donc, qui nous donneront la réponse. XHB, Léon Builders, bah, écoutez, ça repart bien. Donc là, pareil, donc ça va bien. Donc je ne sais pas pourquoi, mais ça va bien. Alors si vous avez des explications, vu que je n'ai pas la science infuse et que je ne connais pas absolument tout le marché, si vous avez des idées de réflexion, vous avez les commentaires juste en dessous. Surtout, ne vous gênez pas de mettre des commentaires. Si en même temps, pour mettre un petit pouce de temps en temps, je ne vous le demande pas souvent, je crois même que je ne vous le demande jamais. Mais voilà, ça peut nous faire plaisir aussi de voir que on a des pouces bleus et qu'on passe pas du temps pour rien et que au moins les informations qu'on vous donne vous servent dans votre propre réflexion et dans votre propre investissement. XRT, donc le domaine du retail, on en a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, on est toujours dans la zone de congestion. On a rebondi ici sur la 200 semaines, on va passer en daily. Voilà, donc en daily, on a clôturé sous la 50 jours, donc à attendre. Mais si effectivement le retail devait partir à la baisse, vous savez déjà que je vais regarder Whirlpool. Il y en a d'autres également. J'en avais eu tout à l'heure, j'en avais regardé une, je vais vous la donner en faisant mes devoirs. Donc c'était short stock, c'était CRI. Alors CRI, hop, voilà, CRI, pourquoi? Alors celle-ci, elle fait quoi? Commerce de détail, vente au détail de vêtements et chaussures. Oui, parce qu'effectivement, quand vous avez un petit peu moins d'argent, vous êtes un peu moins à la mode. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici sur CRI? CRI, c'est pareil, donc la zone des 70 ici, une zone qui est quand même pas mal travaillée à plusieurs reprises. À mon avis, vu la trombine du marché, je pense qu'il y a quand même de grandes chances d'aller chercher les 60 $. On est à 69, ça laisse un petit peu de grain à moudre. Ok, donc je vais prendre ici l'échelle. On peut aller chercher 10, 12, peut-être 15%. 15% avec un achat de put pas cher en ce moment, ça peut commencer à faire un petit peu d'argent. Voilà. Je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Je vous ai pas dit d'acheter un put. On est bien d'accord. Alors c'est pareil, si vous voulez acheter un put, achetez-le plutôt à la monnaie ou dans la monnaie. C'est-à-dire que achetez-le plutôt autour des 69, peut-être 70, ça va être un petit peu plus cher, mais au moins vous aurez des éléments. Alors je vous explique pas tout la procédure, mais voilà, je vous donne juste un petit tip. Quand vous achetez des puts, il faut plutôt acheter à la monnaie, donc au prix du strike, au prix du sous-jacent, pardon, c'est-à-dire autour des 69. Si vous pouvez acheter un petit peu plus cher, si vous avez un peu de moyens et que ça ne vous dérange pas de mettre un petit peu plus d'argent sur la table, essayez d'être plutôt dans la monnaie. Et puis si vous achetez en dessous, vous paierez beaucoup moins cher. Mais par contre, si on paye moins cher, on a un peu moins de chance d'avoir des gains. Donc si vous voulez acheter autour des 60 ici, vous paierez moins cher, mais avec une probabilité qui sera moins forte pour vous. Voilà. Et tout ça, c'est gratuit. Alors, indice. Donc on en était XLE, XHB, XRT. Écoutez, moi j'ai fait à peu près le tour. Donc vous avez à peu près mon sentiment de marché. Je pense que sur certains secteurs, on va continuer de monter. Sur certains secteurs, par contre, à surveiller. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer sur mai, sur juin, si ça va continuer à te pousser. Apparemment, ça a l'air de vouloir pousser. Donc, n'allez pas contre la tendance. N'allez pas commencer à shorter le marché. Il est un peu tôt. On ira shorter le marché quand on aura des confirmations. Mais pour l'instant, est-ce que demain je vais aller shorter Whirlpool? Peut-être pas. Enfin, sûrement pas, pardon. Maintenant, CRI, vu la trombine de la courbe,
et que le VIX étant relativement bas, ça veut dire que la prime ne sera pas chère. Bah, écoutez, j'irai voir demain le cours des options put à l'achat. Si ça vaut, je sais pas, 80, 100, 150 balles, est-ce que ça vaut le coup d'aller risquer un petit billet de 80 ou 100 balles pour peut-être se faire un petit billet de gain? Pourquoi pas? En sachant que de toute façon, je vous ferai un retour à la fin juin sur l'ensemble des achats d'options que j'ai faites et vous verrez que je m'en sens pas super bien en termes de taux de réussite. J'ai gagné par contre de l'argent avec les achats, mais le taux de réussite est beaucoup moins important que les taux de réussite que j'ai autour des 90-95% avec les ventes d'options. Et vous verrez que lors du bilan, que les achats d'options, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des taux comme on peut avoir avec la vente d'options. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour cette analyse. Et puis, côté trade safe cette semaine sur les marchés. À bientôt. Ciao, bye bye.